Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez? Donc voilà, je m'appelle Hugo Flaillac et j'ai effectué mon doctorat au sein de l'Institut Pascal également, sous la direction de Guillaume Malpoech et Dimitri Solnichkov, qui sont ici présents d'ailleurs. Et je vais vous parler de particules qui sont assez mystérieuses parce que ça fait précisément 80 ans qu'on les cherche. Donc c'est ce qu'on appelle les monopoles magnétiques. Alors c'est, à mon avis, aussi intéressant de trouver ces particules que le boson de Higgs qui a été découvert l'année dernière au LHC. Vous avez tous entendu parler de ce boson de Higgs. Donc je vais vous raconter comment on peut essayer d'en générer, en tout cas dans des systèmes artificiels. Donc ça, c'est le plan de l'exposé, dont on va essayer de faire connaissance avec ces particules. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte, et puis je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé et pourquoi est-ce qu'on peut décrire nos particules comme des monopoles. Alors je vais commencer avec l'électricité. Donc l'électricité, les gens ont commencé à pressentir comment ça fonctionnait en 600 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, ça a impliqué des très grands noms de la physique, comme Coulomb, Faraday, Ampère ou Maxwell. Et le développement, principalement, a été fait au 19e siècle de l'électricité. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on peut difficilement s'en passer, c'est absolument partout, et même dans les phénomènes naturels. On sait ce qui régit les communications entre les neurones, par exemple, et dans nos smartphones, les ordinateurs portables, c'est clair que c'est absolument fondamental de nos jours. Alors comment ça marche l'électricité? En fait, partout dans la matière qui nous entoure, eh bien, on a des petites particules qui s'appellent des électrons. Quand vous parlez d'électronique, vous référez aux électrons. Eh bien, ces électrons, ils répondent aux forces électriques. C'est-à-dire que si vous appliquez ce qu'on appelle une tension électrique, une force électrique, eh bien, vous êtes capable de les accélérer, de décider dans quelle direction ils vont se propager. Donc, appliquer une tension électrique, ça équivaut ni plus ni moins qu'à faire descendre une petite montagne, une montagne de potentiel, on appelle ça. Et donc, quand vous faites ça, eh bien, vous faites déplacer vos électrons dans un conducteur. C'est le principe de l'électricité. Alors, une grandeur physique qui est très liée à l'électricité, c'est le magnétisme. Alors, quand on pense au magnétisme, eh bien, on pense tout de suite à un aimant. Alors, je vais dessiner un aimant. Ici, c'est un aimant droit. Donc, un aimant, ça a un pôle sud et un pôle nord, toujours. Et ce que vous voyez autour, alors c'est malheureux, on ne voit pas très bien à cause de l'éclairage, mais c'est des petites boussoles qui sont placées autour. Et ces petites boussoles, elles servent juste à matérialiser ce qu'on appelle le champ magnétique. Alors, il faudra garder un petit peu cette notion en tête. Quand on parlera de champ, on pourra penser à ces petites boussoles qui s'alignent le long du champ magnétique. Et aujourd'hui, on sait très bien expliquer comment ça fonctionne, le magnétisme. On sait qu'en fait, c'est lié au déplacement des électrons. Quand un électron se déplace, ça crée un champ magnétique. Mais pas seulement. Il se trouve que les électrons, et comme toutes les particules de l'univers, elles possèdent ce qu'on appelle un spin. Et le spin, ça fait que toutes les particules se comportent comme des aimants microscopiques. Et ça, c'est un des enjeux technologiques majeurs, de pouvoir contrôler ce spin, dans le cadre de ce qu'on appelle la spinoptronique. Mais on va y revenir. Et ça aussi, c'est une source de magnétisme. Alors, je vous ai dit que l'électricité et le magnétisme étaient intimement liés. Et il y a une personne qui a très bien compris ça, c'est Maxwell. En 1865, il arrive à unifier ces deux grandeurs de physique, que sont magnétisme et électricité, dans 4 équations, donc, qui décrivent comment l'électricité impacte sur le magnétisme et réciproquement. Donc, je vous les ai écrits ici, et en fait, je vous en ai écrit que 2. Il y en a 4 au total, parce que c'est les 2 seuls qui m'intéressent. Donc, la première décrit le champ électrique. La deuxième, le champ magnétique, qui est noté B d'habitude, mais par souci de clarté, je l'ai appelé M. Et la première, donc je vais la décrypter pour vous, elle vous dit que dans la nature, on a le droit d'avoir des sources d'où jaillissent, dans toutes les directions de l'espace, le champ électrique. Et ça, c'est ni plus ni moins que nos électrons. C'est des sources ponctuelles du champ électrique. A contrario, si on regarde le champ magnétique, eh bien, on n'a absolument pas le droit d'avoir ce genre de source. On ne peut jamais avoir un seul pôle. L'électron est un monopôle électrique puisqu'il a un seul pôle. Pour le magnétisme, c'est interdit. On est toujours dans la nature confronté à des aimants avec 2 pôles, un pôle nord et un pôle sud. On appelle ça un dipôle magnétique, simplement. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous pouvez casser cet aimant autant de fois que vous voulez, chaque morceau que vous obtiendrez aura toujours un pôle nord et un pôle sud. On ne peut absolument rien faire. Alors on peut se demander, pourquoi est-ce qu'on a une telle asymétrie? Ça serait assez frustrant parce qu'en général, en physique,
Les asymétries, ça cache le fait qu'une théorie est incomplète. Alors ça a beaucoup frustré un très grand physicien qu'on appelle Paul Dirac, qui s'appelle Paul Dirac, pardon. Et ce monsieur, donc, qui a été prix Nobel de physique, qui a découvert l'antimatière, qui est utilisé tous les jours en médecine de nos jours pour détecter les tumeurs, donc on peut lui faire confiance, il a dit « je vais prendre une théorie qui est plus moderne, plus complète, qui est la mécanique quantique ». La mécanique quantique, c'est ce qui régit, disons, tout ce qui se passe dans un iPhone, par exemple. Et il s'est dit « je vais regarder ce qui se passe de ce point de vue-là ». Et il a réussi à démontrer que le monopole magnétique, mathématiquement, n'est pas interdit par la mécanique quantique. Alors ça, c'était assez prodigieux. Ça a créé beaucoup d'effervescence dans la communauté scientifique, et depuis ce jour, vous voyez que là, ça a été postulé en 1931, les gens s'acharnent à essayer de trouver ces monopoles magnétiques. Mais toujours, en 2013, aujourd'hui, on ne sait pas comment les créer. Et c'est sûr que ça vaudra probablement un prix Nobel à celui qui le découvre. Et si bien que, maintenant, on a impliqué le LHC, qui est ce grand collisionneur de particules, qui a découvert le boson de Higgs l'année dernière, pour essayer de le traquer. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur ce LHC. Ce que font les physiciens quand ils comprennent mal un système, souvent ils se tournent vers les systèmes analogues. Donc, par exemple, des systèmes artificiels dans lesquels on a beaucoup de contrôle pour essayer de reproduire les effets de la nature. Donc c'est sur ce type de système que j'ai travaillé. Donc, moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des microcavités. Alors, microcavités, on trouve micro dedans. Micro, ça veut dire microscopique. En fait, c'est des cavités qui sont 1000 fois plus petites que 1 millimètre, on peut dire. Et cavité, ça veut dire piège, simplement. On peut penser à une cave, par exemple. Et le but du jeu, ça va être de piéger la lumière et les particules qu'elle contient, qui sont les photons, et les mettre en présence d'électrons, ou plus précisément d'excitons, mais disons électrons pour simplifier. Alors voici un petit schéma. Donc pour piéger la lumière, on va utiliser des miroirs. Alors ça, intuitivement, ça a l'air de marcher. Et pour piéger les électrons, on va utiliser ce qu'on appelle des puits quantiques. Mais disons que c'est une espèce de sandwich dans lequel vous allez bloquer vos électrons dans un plan. D'accord? Et avec tout ça, on va former ce qu'on appelle la microcavité. Je vous ai dit qu'on voulait mettre de la lumière dans le système, donc on va utiliser un laser. Ce laser va nous envoyer des photons qui vont rebondir entre les miroirs jusqu'au moment où ils vont rencontrer un électron. Et là, ça va former une nouvelle particule qu'on appelle un polariton. Ce polariton va pouvoir se promener dans la microcavité pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il relâche ses constituants. Et en particulier, il va relâcher le photon, qui va nous donner un signal pour comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur ici. Sans ce photon, on ne pourrait rien voir, malheureusement. Donc je simplifie au maximum. Un électron plus un photon, ça nous donne un polariton. Alors on va s'imaginer qu'on a une boîte dans laquelle on a mis des électrons, des photons, et à la fin, on se retrouve avec une population de polaritons. Alors ces polaritons, ils ont des propriétés qui sont étonnantes, c'est-à-dire que si vous en mettez beaucoup ensemble dans un petit volume, ils vont commencer à se recouvrir les uns les autres, à se mélanger, donc on ne pourra plus vraiment les distinguer les uns les autres, et ça va former ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein, qui a été découvert par ces gens. Et ce condensat de Bose-Einstein va faire que nos polaritons, ils vont se comporter comme un fluide à la fin. La notion de mélange s'associe bien à la notion de fluide. Mais ce fluide, il va être particulier, on appelle ça un fluide quantique, et comme ça comporte une composante de lumière, eh bien ça sera un fluide de lumière. Et ça, c'est assez particulier parce que c'est clair que la lumière, on n'a pas l'habitude de dire qu'elle s'écoule, en tout cas. Et puisqu'il est quantique, on s'attend à ce qu'il ait des propriétés qui ne sont pas classiques. Et en particulier, ce fluide quantique peut démontrer ce qu'on appelle la superfluidité, c'est-à-dire l'absence totale de viscosité. Si vous prenez du miel, c'est un liquide qui est très visqueux, et là c'est le contraire, vous n'avez aucune viscosité. Ça veut dire que le système ne va pas du tout sentir son environnement. Donc une expérience que vous pouvez faire, c'est injecter votre fluide devant un obstacle, et le fluide va complètement ignorer cet obstacle. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer derrière, contrairement à ce qui se passe dans une cascade quand vous avez une pierre. Donc je vais vous montrer ça dans un petit film. Une simulation que j'ai faite. Donc vous voyez, ce petit disque correspond à un obstacle, et vous voyez que le fluide s'écoule après un régime transitoire sans sentir l'obstacle. Il ne se passe absolument rien derrière. L'obstacle est complètement ignoré par le fluide. Ça, c'est une belle démonstration de superfluidité. Ensuite,
il y a une notion qui est liée à cette superfluidité, c'est si vous essayez de faire tourner votre condensat de Bose-Einstein. Alors, il va répondre à la rotation de manière très particulière, c'est-à-dire que si vous imaginez que vous essayez de le faire tourner avec une cuillère, comme du café par exemple, eh bien, il ne va pas du tout répondre à la rotation. C'est comme si vous tourniez la cuillère dans de la mousse d'un cappuccino, par exemple. Il ne va rien se passer du tout, vous ne pourrez pas faire tourner la mousse. C'est un petit peu le même concept. Et en fait, si vous tournez très très vite votre cuillère, vous allez réussir à générer des tourbillons au bout d'un moment. Mais ces tourbillons, ils vont apparaître d'un seul coup. Je vais vous montrer ça dans un film. Alors on met en rotation ce condensat de Bose-Einstein. Vous voyez qu'il est un petit peu déformé au départ, mais rien de dramatique se passe. Et au bout d'un moment, on a des tourbillons qui commencent à rentrer à l'intérieur. Ces tourbillons, on appelle ça des vortex. Et ces vortex, ils vont beaucoup nous intéresser pour la suite. Vous voyez qu'ils s'organisent en un joli réseau. Et c'est ni plus ni moins que des tourbillons, mais avec des propriétés quantiques. Alors revenons à nos monopoles magnétiques. Je vous ai dit tout à l'heure, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux ce condensat de Bose-Einstein, que toutes les particules se comportaient comme des aimants microscopiques, c'est-à-dire qu'elles possèdent un spin. Et c'est le cas aussi de nos polaritons. Donc nos polaritons se comportent de ce point de vue-là comme des aimants. Donc puisqu'ils composent un fluide, ce fluide peut être vu comme un fluide magnétique de ce point de vue-là. Alors, si le fluide est au repos, eh bien tous les aimants vont pointer dans la même direction, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, quand vous avez un vortex dans le système, parce que vous avez perturbé votre système ou parce que vous l'avez mis en rotation, eh bien regardez comment ça modifie l'orientation de ces petits spins, de ces petits aimants. Vous voyez que ça pointe vers l'extérieur, ça peut aussi pointer vers l'intérieur. Et ça, peut-être que ça vous rappelle tout à l'heure, je vous ai montré l'électron avec son champ électrique autour de lui. On voit que le champ de spin est divergent. Ça nous fait un petit peu penser à cet électron tout à l'heure. Donc on a une structure qui ressemble à un monopôle, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais un monopôle pour le spin. Et on sait bien qu'en physique, le spin interagit avec les champs magnétiques. Donc de ce point de vue-là, peut-être qu'on aurait éventuellement un analogue de monopôle magnétique. Alors on a un cahier des charges à remplir, si on veut être un monopôle magnétique. L'électron est accéléré par le champ électrique. On voudrait que le champ magnétique puisse accélérer notre vortex ou notre monopôle. Et je vais vous montrer intuitivement pourquoi ça va marcher. Imaginez que vous avez un vortex dans le système, donc vous avez ces flèches qui pointent vers l'extérieur, et vous voulez appliquer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir que toutes les petites flèches bleues s'alignent dans la même direction que lui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de cet objet, parce que c'est quelque chose de très stable. Les vortex sont très difficiles à détruire. Donc le système, pour pouvoir aligner toutes ces petites flèches, ce qu'il va faire, c'est simplement qu'il va déplacer le vortex. Et une fois qu'il aura déplacé le vortex, simplement, il va pouvoir retrouver sa petite... C'est tous les aimants qui pointent dans la même direction que le champ magnétique qui est ici. Donc, c'est ça intuitivement qui fait que le système va effectivement déplacer les vortex sous l'action d'un champ magnétique. Donc ici, je vous montre une vraie simulation qui utilise les équations des condensats de Bose-Einstein avec le spin, où on voit ce petit vortex qui se déplace, que j'ai fait en bleu pour changer un petit peu. Et vous voyez qu'il est accéléré par le champ magnétique. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce mouvement que vous voyez, ça se passe à des vitesses extrêmes. Là, c'est extrêmement ralenti. Dans la réalité, ça va se passer à 1000 km par seconde. Et dans un système réel, on ne s'attend pas à en avoir un seul, mais plutôt une assemblée de vortex qui vont se battre les uns avec les autres. Et quand on applique le champ magnétique, vous allez voir qu'ils sont tous séparés dans des directions opposées. Donc ça, c'est ce qui se passe aussi dans les conducteurs avec les électrons. Quand vous appliquez le champ électrique, vous allez les déplacer. Et alors, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir les discipliner. C'est-à-dire les faire bouger dans des directions qu'on décide, bien particulières. Donc, partout autour de nous, ici, on a des fils électriques qui sont là pour guider les électrons. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est, puisque ça se comporte comme des charges magnétiques, ces monopoles, on aimerait pouvoir les guider. Donc on a de la chance parce qu'à Paris, au laboratoire de photonique et nanostructure, ils fabriquent des jolies microcavités en forme de fils. Et donc tout de suite, on a eu l'idée d'utiliser ces fils pour guider nos monopoles magnétiques. Donc on a écrit toute une théorie sur ces monopoles, on a découvert que certains avaient des charges positives,
certains des charges négatives, et qu'on pouvait les accélérer en fonction de cette charge. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser ces fils, de créer notre fluide de polariton avec un laser qui aurait un trou au milieu, ce qui fait que vous allez pouvoir créer le fluide avec un monopôle à l'intérieur directement. Ce petit creux dans le laser va injecter directement le monopôle. Et même mieux, il va injecter une paire de ces deux objets, un positif et un négatif en même temps. Donc sur cette animation, vous voyez ce qui va se passer. On a un champ magnétique dans le fil qui va séparer nos charges magnétiques. La positive va aller à gauche et la négative va aller à droite. Et ce que vous voyez ici, c'est une simulation également qu'on a faite, où vous voyez la trace laissée par les monopôles magnétiques en fonction du temps. Donc leur trajectoire, plus ou moins, quand ils se déplacent dans le fil. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on utiliserait ces monopôles magnétiques pour transporter l'information. Parce que c'est vrai que les électrons font bien le boulot en général. Je vous ai dit qu'un enjeu majeur des technologies actuelles, c'était d'utiliser cette petite aimantation des électrons quand ils se déplacent. On appelle ça la spintronique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu technologique majeur. D'utiliser en plus de la charge électrique, cette aimantation, ce spin. Et alors, il se trouve que, bien que l'électricité se déplace proche de la vitesse de la lumière, les électrons eux-mêmes se déplacent en fait assez lentement dans les conducteurs. Disons que l'ordre de grandeur, c'est le centimètre par seconde. Dans le cas de nos monopoles magnétiques, ils se déplacent à 1000 km par seconde. Donc vous voyez qu'il y a des ordres de grandeur de différence. Donc si on veut transporter le spin, c'est-à-dire coder l'information et la transporter de ces petits aimants ici, alors ces monopoles magnétiques deviennent très attractifs, puisqu'ils se déplacent à des vitesses incroyables. Et d'autre part, dans ces fils que je vous ai montrés tout à l'heure, la chose qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'appliquer de champ magnétique. Le champ magnétique est déjà incorporé dans le fil. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour accélérer les monopoles. Une fois que vous les mettez dans le fil, ils vont tout de suite être accélérés naturellement. Donc je termine en vous montrant que cet effet qu'on a décrit théoriquement a été observé dans une expérience de l'année dernière, qui était publiée dans Nature Physics. Et on était très fiers de pouvoir collaborer avec le LPN et le LKB à Paris. Et le LKB, il faut savoir que c'est le laboratoire du prix Nobel de cette année, Serge Haroche. Et on a pu démontrer la propagation de ces monopoles magnétiques. Donc c'est les traces rouges et bleues que vous voyez, que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ça correspond, cette expérience correspond à cette configuration que je vais vous montrer dans un petit film pour terminer, où on a un défaut, un obstacle, on fait propager notre fluide contre cet obstacle, et parce qu'on a un champ magnétique dans le système, derrière l'obstacle, puisque le fluide se propage très rapidement, on a des perturbations qui se forment, on casse la superfluidité dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on peut former des charges magnétiques qui se forment derrière l'obstacle, qui se déplacent et qui sont séparées. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. Donc pour résumer, je vous ai montré que ces monopoles magnétiques que les gens cherchent depuis des années, donc on a pu en synthétiser dans un système analogue, un système artificiel. Il reste encore à démontrer l'existence des vrais monopoles magnétiques dans la nature. Je vous ai montré qu'ils se manifestaient sous forme de vortex, dans un fluide un petit peu particulier. Et je vous ai montré qu'ils étaient manipulables, utilisables pour les technologies modernes. Donc ça répond à des questions fondamentales et à la fois appliquées, puisqu'ils se propagent à des vitesses extrêmement grandes, qu'on n'a pas besoin d'énergie pour les déplacer. Donc voilà, on pense que ces objets sont extrêmement prometteurs pour transporter le spin, pour le futur des ordinateurs qui communiqueraient grâce à de la lumière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, les questions. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez développer un peu ce par quoi vous venez de terminer, oui, les applications pour les ordinateurs optiques? Oui, volontiers. Oui, alors, aujourd'hui, dans les technologies modernes, en tout cas dans les technologies informatiques, on commence à être limité pour ce qui est de la puissance des ordinateurs. Donc on veut explorer des nouvelles pistes, et un des enjeux majeurs, et ça fait déjà plusieurs années que ça dure, c'est de fabriquer un ordinateur optique. C'est-à-dire que chaque composant de l'ordinateur
puisse communiquer non pas avec de l'électricité, mais avec de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière se déplace beaucoup plus vite que les électrons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs des nouvelles technologies. Donc il y a énormément de groupes qui travaillent sur des solutions technologiques pour produire cet ordinateur optique. Et il se trouve que ces polaritons dont je vous ai parlé, ils sont extrêmement avantageux de ce point de vue-là. Pas uniquement pour les monopoles, mais pour beaucoup d'autres raisons. J'ai deux questions. Oui. La première, le monopole magnétique supposé, il vit combien de temps? Parce qu'il se déplace très vite. Mais, le nôtre? Oui. Alors, ça, c'est une excellente question. Combien de temps est-ce qu'il vit? Je vous ai montré tout à l'heure ces fils. Voilà, on peut montrer cette image. Alors, il faut savoir que si on part 10 ans en arrière, je vous ai montré tout à l'heure que les polaritons, ils vivaient un certain temps, et ensuite, ils libéraient leurs photons et ils disparaissaient. Alors, il y a quelques années en arrière, ce temps de vie du polariton, il était très faible. Et on ne pouvait pas vraiment espérer utiliser ce fluide dont je vous ai parlé pour des applications. Aujourd'hui, on a réussi à fabriquer des systèmes dans lesquels le temps de vie des polaritons est 100 fois supérieur, à peu près. Donc aujourd'hui, on peut transporter ces monopoles sur toute la longueur du fil sans qu'ils meurent. D'accord? Et même beaucoup plus. Donc ça fait la durée de vie. En fait, il faut ramener la durée de vie à la vitesse de propagation. C'est clair que si la durée de vie est très courte et qu'il se propage très lentement, c'est pas intéressant. Mais là, ils se déplacent extrêmement vite. Ils ont un temps de vie qui est de l'ordre de la picoseconde, mais ils se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Donc à la fin, peu importe qu'ils aient un temps de vie court, ils se déplacent tellement vite qu'ils peuvent aller sur des grandes distances sans mourir. Voilà. Et la deuxième question, du même style, le polariton, est-ce qu'il y a une interaction? J'ai bien compris que le gaz, enfin le fluide, le fluide quantique était super fluide ou je sais pas quoi. Enfin bref, il voyait pas son environnement. Mais ma question, c'est est-ce que là, par exemple, la notion de libre parcours moyen existe dans ce genre de... Vous parlez des collisions entre les particules dans le fluide. Il va y avoir une interaction avec la matière. Effectivement, le fait que ça se comporte comme un fluide, ça révèle justement qu'il y a des interactions entre les particules. Et pour former ce condensat de Bose-Einstein, on a besoin justement que les particules interagissent entre elles fortement. Donc effectivement, on peut soit regarder ça comme un fluide, nous c'est ce qu'on fait traditionnellement, parce que ça permet d'avoir des équations qui sont très simples à résoudre. Si on commence à considérer individuellement chaque polariton, ça devient extrêmement compliqué, mais effectivement, il y a des notions de libre parcours moyen, des collisions qui interviennent, et bien sûr, on appelle ça des problèmes à n-corps, et ça devient extrêmement compliqué. Mais bien sûr qu'il y a des collisions entre les particules. Et c'est grâce à ça qu'on peut créer le fluide. Vous estimez à quelle durée les développements qui seront nécessaires pour que, on va dire, ça arrive chez Monsieur Tout-le-Monde? Alors, en ce moment, on a un développement qui est assez incroyable parce qu'on arrive à fabriquer ce genre de structure, ce qui n'était absolument pas possible avant. Ça, c'est des structures qui datent de... C'est 2009, cet article, 2009. Et aujourd'hui, on arrive à fabriquer des structures qui ont n'importe quelle forme, absolument n'importe quelle forme, et ce qui est absolument nécessaire pour les technologies. On a besoin d'avoir des connexions qui ont n'importe quelle forme, des fils, des anneaux, ce genre de choses. Aujourd'hui, on peut fabriquer n'importe quoi. On arrive à conserver nos polaritons avec des grands temps de vie. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est prêt pour construire vraiment des dispositifs fonctionnels. Je pense qu'à 10 ans, on pourra trouver ce genre de fil de connexion dans peut-être pas un ordinateur, mais en tout cas créer des dispositifs électroniques. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan énergétique de ce type de déplacement? De ce type de déplacement. De bilan énergétique, vous voyez, le fait qu'on ait un superfluide, alors ce qui est très avantageux, c'est que le superfluide, je vous ai dit, sent pas son environnement. C'est-à-dire que quand il se déplace, même s'il y a des obstacles, s'il y a un petit peu d'imperfection dans votre matériau, eh bien, il ne va pas le sentir. Il n'y a pas de dissipation d'énergie. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, également, il y a très peu de pertes. Donc le bilan d'énergie, au moins mathématiquement, il n'y a aucune perte d'énergie. Ça, c'est encore un avantage qui est considérable.
du fait de cette superfluidité. Alors bien sûr, si ça se déplace très vite, il va commencer à y avoir des frottements qui se génèrent dans le système et on peut commencer à perdre de l'énergie. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, oui. Avant d'arriver à l'ordinateur quantique, est-ce que vous avez des informations ou une connaissance sur au moins les fonctions logiques, parce que bon, souvent avant d'arriver jusqu'à l'ordinateur, il y a quand même au moins la fonction logique qui doit être réalisée quelque part. Oui. Est-ce que vous avez connaissance de ce type de réalisation sur cette base? Je peux vous dire que on peut utiliser des petits piliers, par exemple. Donc imaginez 2 micros comme cela, vous les mettez l'un à côté de l'autre. Et il y a un effet très remarquable dans cette physique, ce qu'on appelle l'effet Josephson. C'est-à-dire que vous mettez des polaritons dans un pilier, et ils vont spontanément osciller entre les 2 piliers. Et ce type d'oscillation peut être utilisé pour synchroniser des signaux, par exemple. Et on peut construire des switches, par exemple, optiques grâce à ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a des articles qui sortent actuellement dans les très grands journaux et qui commencent à construire des dispositifs de logique avec les polaritons. Donc c'est tout à fait à l'ordre du jour. Vous nous avez dit que l'influx nerveux était de l'électricité. Alors pour les neurobiologistes, on réfute ça, nous. Mais vous pouvez peut-être m'expliquer ça au travers de l'infiniment petit, là. Oui, je vous explique les signaux électriques dans le cerveau. Vous serez d'accord que les neurones communiquent avec des signaux électriques. Si vous n'êtes pas d'accord, alors c'est vous qui devez tout m'expliquer. Continuez, c'est vous qui posez les questions. C'est moi qui pose les questions, pas vous. Bon, pour moi, le transport d'informations dans le corps humain est lié à des signaux électriques, donc déplacement de charge électrique. Là, on est d'accord. Déplacement de charge électrique. Je ne peux pas en dire plus, je suis désolé. Y a-t-il encore des questions? Nous vous remercions. Merci beaucoup.